Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Espace TV. Tous les matins, vous avez accès à cette émission. Mesdames et messieurs, plusieurs mois évidemment s'offrent à vous pour intervenir en direct sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce que je vous recommande fortement d'ailleurs, hashtag Espace GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages. Si vous nous écoutez à la radio, évidemment, c'est le 00224 657 39 13 13. Merci à vous qui nous rejoignez sur Bamboo FM du côté de Farana. Si vous êtes à Kindia, c'est Kania Zik évidemment qui relaie cette émission. Zérécoré et la forêt nous écoute à travers Espace Forêt. Si vous êtes du côté de Cancan, notre fréquence de ce côté évidemment c'est 99. À Bouquet, à Labé 99.7. Merci encore une fois de nous rejoindre, mesdames et messieurs. À la une, on s'intéresse à l'actualité. Deux nouveaux cas de mort enregistrés hier en Guinée, à marge de la première journée donc de l'appel du FNDC à la résistance contre le projet porté par le camp présidentiel de doter donc la Guinée d'une nouvelle constitution. À Conakry, un jeune atteint par balle dans la jeune de Kosa a succombé donc à ses blessures. Un autre jeune âgé d'une vingtaine d'années a été fauché également par balle dans des échauffourées donc entre manifestants et forces de sécurité à la baie. Le FNDC appelle ses partisans donc à continuer à se mobiliser jusqu'au retrait du fameux projet de constitution, de nouvelle constitution, à même d'offrir donc la possibilité au président Condé de briguer un troisième mandat à la tête de la Guinée. Que sait-on des circonstances de ces cas de mort? Nous posons cette question ce matin dans les GG. Et qu'en pense-t-on au sein du FNDC? Monsieur Damanta Albert Camara, encore une fois, Damanta, il faut le dire, il est ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Monsieur Souley Tchangel de l'UFDG depuis la France, ils vont intervenir successivement ce matin chez les GG sur Espace TV. Alors que le SLEG conditionnait la poursuite de toute négociation avec la partie gouvernementale à la libération sans condition de 9 de ses membres et 2 élèves interpellés donc depuis samedi à Bonfi, 2 hauts responsables du syndicat se faisaient donc harponner hier sur le chemin de retour d'une rencontre avec des représentants de l'État, Abdoulaye Portos Diallo et Amara Mansa Doumbouya, respectivement premier secrétaire adjoint et membre de la cellule de communication du SLEG, ont aussitôt été inculpés et placés en garde à vue. Tous les deux donc et les jeunes et les 11 autres donc seront présentés à un juge le 16 janvier prochain. Comment réagit-on à ces arrestations, mesdames et messieurs? Faut-il s'attendre à un durcissement de mot d'ordre de grève du SLEG? Comment le gouvernement envisage-t-il d'éventuels pourparlers avec le SLEG? Monsieur Abdoulaye Sow, secrétaire général de l'USTG, la centrale syndicale à laquelle a affilié donc le SLEG, et monsieur Alia Kamara, inspecteur général du travail, ils vont intervenir successivement ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Une voix discordante se fait entendre au sein du parti au pouvoir contre l'établissement éventuel d'une nouvelle constitution en Guinée. Ismaël Condé, c'est son nom, premier vice-maire de la commune de Matam, est contre un troisième mandat d'Alpha Condé. Il sollicite plutôt que le RPG Arc-en-Ciel prépare un dauphin à celui-ci. Donc, par quoi se justifierait-il donc une telle posture pour le moins surprenante, voire juste incroyable? Vous allez l'entendre ce matin chez les GG. Ismaël Condé qui reprendra donc la question des GG depuis Paris. Encore une fois, merci de nous rejoindre sur Radio Espace. Bonjour Ahmed Kamara. Bonjour Lamine. Bonjour Nabilaï. Bonjour Titi. Non. Bonjour Lamine Girassi. Bonjour à tous. Je voulais placer un mot d'Akanké. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas pu. Il peut pas le faire. Bonjour mon cher Tamba. Bonjour Lamine. Voilà, c'est plus fort que lui. Bonjour à tous. Bonjour mon cher Titi. Bonjour à tous. Voilà, allez, merci de nous rejoindre encore une fois. Élection législative, la date du 16 février. Impossible, Titi, vous nous apprenez ce matin. Oui, du constat d'observateurs et d'analystes donc qui quand même se sont penchés sur le chronogramme. Ouais. Le chronogramme qui a été élaboré par la Commission électorale nationale indépendante elle-même et qui est en train d'être déroulé. Il est établi aujourd'hui en tout cas au visa d'un certain nombre d'éléments que la date du 16 février est
presque impossible. Sauf miracle, hein. Sauf si la CENI, en tout cas, décidait de se soustraire de la loi. Ouais. Je parle de la loi parce que à l'intérieur de tout chronogramme, il y a ce qu'on appelle les délais légaux. Ouais. Donc des délais qui sont fixés par la loi, donc par le code électoral. Il y a 3 opérations majeures qui vont donc commencer à être déroulées après l'édition des listes électorales provisoires. Ouais. On le disait la semaine dernière, même si la CENI ne veut pas du tout accréditer cette thèse, que les listes électorales provisoires ont été éditées en Côte d'Ivoire par une société ivoirienne. On reviendra là-dessus avec les preuves à l'appui. Malgré donc cet état de fait, depuis que ces listes donc sont disponibles, il faut dire que il y a 3 opérations majeures qui vont être déroulées. Il s'agit de l'affichage de ces listes électorales provisoires, Ouais. de la gestion des réclamations, ça c'est la 2e opération, et la 3e opération, la distribution des cartes d'électeurs. Il y a donc des délais légaux qui ont été fixés, donc qui sont prévus par la loi, des délais prévus par la loi pour chacune de ces opérations. La première opération, l'affichage des listes électorales provisoires. Le code électoral, en son article 22, prévoit un délai de 15 jours. Donc c'est la loi qui fixe ce délai. Et là-dessus, il faut savoir que les équipes qui doivent acheminer ces listes électorales provisoires vers l'ensemble des circonscriptions électorales ne partent, selon les informations, que ce mardi vers l'intérieur du pays. Ça veut dire que dans la mesure du possible, cet affichage, cette opération d'affichage ne pourrait démarrer dans le meilleur des cas que demain 15 janvier. Donc, si vous prenez donc un délai légal de 15 jours, ça veut dire que cette opération devrait avoir lieu du 15 janvier au 30 janvier. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que la loi prévoit un délai de 15 jours. Ça veut dire que cette opération d'affichage, c'est du 15 janvier au 30 janvier. Ouais. La deuxième opération qui va suivre. Parce que je rappelle que les 3 opérations que j'ai décrites, ce sont des opérations qui ne se mènent pas concomitamment ou simultanément. Ce sont des opérations qui se mènent successivement. C'est-à-dire qu'il faut qu'une opération dépende des autres. Voilà. Absolument. Voilà, il faut qu'une opération ait lieu pour que l'autre commence. Donc, il faut que l'affichage ait lieu pour que les réclamations puissent suivre. Les réclamations, de quoi il s'agit? C'est-à-dire que lorsqu'on affiche les listes électorales provisoires, parce que c'est pourquoi on les appelle provisoires, elles ne peuvent pas être définitives, d'autant qu'il faut permettre à ceux qui ont été devant les CARL, qui se sont fait enrôler, de vérifier si toutes les informations les concernant sont vraies. Donc, à partir du moment où cette possibilité est offerte à chaque électeur potentiel, il faut un délai éventuellement pour ceux qui donc contesteraient des informations les concernant pour pouvoir le faire. Donc, donc cette étape s'appelle la gestion des réclamations. Là-dessus, le code électoral, en son article 14, prévoit un délai de 8 jours. Ça veut dire que dans le meilleur des cas, cette opération peut commencer le 31 janvier et jusqu'au 7 février. Et à partir de là, il y a un délai de 30 jours qui est prévu par la loi. Donc un délai de 30 jours prévu par le code électoral en son article 35 pour distribuer les cartes d'électeurs. Donc vous avez 30 jours, plus 15 jours, ça fait 45 jours, plus 8 jours, ça fait 53 jours. Les grandes gueules. À compter du 15 janvier, si vous additionnez 53 jours, vous vous retrouvez au mieux au 9 mars. Donc, les choses sont claires, sauf si on décidait de se soustraire de la loi. Parce que la loi, elle s'impose à tout le monde. Ouais. La CENI ne peut pas se soustraire de la loi. Des délais fixés par la loi, donc par le code électoral, on les a rappelés ici, concernant l'affichage des listes électorales provisoires, concernant la gestion des réclamations, concernant la distribution des cartes d'électeurs, l'ensemble de ces différents délais additionnés nous projettent vers le 9 mars. Donc, faites vos calculs. Ça veut dire que la date du 16 février est intenable. Ouais. Allez-y, Tamba. Ben, écoutez, Aboubacar fait bien de dire qu'il s'agit du meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, on pourrait peut-être pencher sur le 9 mars. Mais figurez-vous qu'avec un fichier électoral qui a connu une hypertrophie, vous vous rappelez, de 6 millions se retrouve à plus de 8 millions d'électeurs, pour un processus de révision
de listes électorales qui, on a pu le voir, n'est pas parvenu au bout du compte avec toutes les plaintes d'exclusion qu'on a pu enregistrer. On se retrouve avec un fichier électoral hypertrophié. Vous vous rendez bien compte que absolument, il y aura beaucoup de réclamations. Vous savez, il y a le délai minimal que la loi nous permet d'avoir. Mais certainement, en raison de certaines réclamations, si, entre guillemets, le contentieux, les couacs et les revendications soulevées n'ont pas été totalement évacuées, il n'est pas à exclure que l'institution électorale puisse requérir un nouvel agenda, proroger des dates. Et c'est pourquoi je dis, dans le meilleur des cas, on en est... Pourquoi dans le meilleur des cas? Non, dans le meilleur des cas. On est dans la loi ou on n'est pas dans la loi? C'est ça, dans le meilleur des cas. Non. Je dis bien encore, dans le meilleur des cas, on se retrouve au 9 mars. Tu auras la parole tout à l'heure. C'est le 9. Oui, mais c'est ce qui est le meilleur des cas. Selon la loi. C'est le meilleur des cas, encore une fois. Parce que je vous le redis, lorsque les revendications sont d'une certaine ampleur, l'institution électorale est obligée quand même de remettre le Guinéen dans son droit. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Et donc, je le redis, c'est mon avis, tu auras ton avis tout à l'heure. Dans le meilleur des cas, on se retrouve au 9 mars. Première observation bien simple. Mais Lamine, il y a une autre situation qui vient compliquer toute cette planification, même celle que Aboubacar vient d'apporter. C'est bien le contexte politique et social aujourd'hui. La question, je me la pose toujours. C'est vrai, le président de la CENI a pris cette décision de déployer des équipes pour l'affichage des listes électorales provisoires. Ça va se faire. Mais dans quel contexte? Vous vous rendez bien compte que l'opposition, une grande partie de l'opposition dit on va empêcher ce processus-là, vu qu'il participe grandement, c'est l'hypothèse la plus plausible aujourd'hui, ce processus participe grandement de cette volonté de parvenir à une nouvelle constitution. Donc une grande partie de la population guinéenne dit on n'est pas d'accord avec un tel processus. Comment ça va se faire concrètement sur le terrain? Vu que les forces de sécurité et de défense sont également, parce qu'il faut désormais le mentionner, depuis le cas de l'Abbé, les forces de défense sont introduites dans la danse. Il faut les partager entre le front des manifestations du FNDC et ces questions, la protection avec la faucelle du processus électoral. Comment est-ce que concrètement ça va se faire? La faucelle officiellement n'est pas encore mise en place. Oui, mais... il faut bien s'y attendre. Il faut bien s'y attendre parce qu'il s'agit du processus électoral. Et donc, le contexte politique actuel, le gonflement du nombre d'électeurs, encore une fois, je pense que ces deux paramètres viennent compliquer ce calendrier initial prévu pour le 16 février. Mais moi, je dis, quand on est face à ça, je pense que le président de la CENI et toute l'institution électorale doivent prendre leurs responsabilités. Je pense qu'ils doivent prendre leurs responsabilités. Parce que, au-delà des crises sociales, vous vous rendez compte, il y a la crise avec l'éducation, la crise avec l'électricité désormais, la crise avec la magistrature. Mais au-delà de cela, la crise électorale, sans parler de ce front que mène le FNDC, ce combat qu'il mène depuis un certain moment, ça fait quand même 5 éléments. Et ça, ce n'est pas rien dans ce pays. Si à cela, la CENI vient ajouter la question électorale, qui est quand même assez conflictogène, non pas seulement pour le cadre guinéen, mais un peu partout en Afrique, la question électorale est à prendre très au sérieux. Je pense que l'institution électorale peut reculer, pour au moins offrir un minimum de répit aux Guinéens. C'est ce répit-là, justement, dont on a besoin ce matin. Allez-y, Moussa Moïsila. Oui. Moi, je trouve que dans ce pays, lorsque la loi cause problème, il s'offre donc à nos décideurs publics deux possibilités. Soit vous réaménagez ou vous faites une entorse à la loi. Je pense que ce n'est pas du tout inhabituel dans ce pays. On l'a vu dans plusieurs cas. Dites-moi si la loi ne prévoit pas un calendrier électoral bien établi dans ce pays. Si. Est-il respecté, ce calendrier électoral? Depuis que nous sommes là, on a seulement respecté une seule échéance. Dites-moi si la loi n'avait pas prévu à quelle époque on devait renouveler notre Parlement. Le cycle électoral n'est pas du tout respecté. Il en va de même pour le cas du Parlement et dans beaucoup d'autres lieux où réellement c'est la loi qui régit le fonctionnement de tout cela. Mais on trouve toujours moyen, soit
de faire une entorse à la loi, ou de la mettre complètement de côté pour trouver un consensus et partir là-dessus. C'est un peu de compromis. Voilà comment est-ce que ça marche. Ouais. Je ne pense pas que ce soit un frein. Pour qui que ce soit, même pour l'institution électorale. Mais ce qui m'inquiète au niveau de l'institution électorale, de l'organe de gestion des élections, c'est son caractère d'indépendance qui n'existe pas ou qui n'existe que de nom. Vous savez, Siaka Barry, je dis Siaka Barry, Maître Kébé, doit pouvoir se poser des questions. Est-ce qu'il aurait voulu être encore pour une seconde fois à ce poste? C'est la question que je me pose. Parce que à ce jour, je pense que ce monsieur, ses faits et gestes, c'est une chaise électrique. Ses faits et gestes sont calculés. Tout ce qu'il fait, c'est épié. Et je pense que des instructions lui tombent quelquefois dessus malgré lui. Ça, il faut le reconnaître. Il ne peut pas le dire, mais nous avons des infos, nous sommes au courant de ce qui se passe. L'institution n'est pas indépendante. Tenez, une institution électorale fonctionne sur base de budget. Ce budget est tenu par une seule personne. Même pas par l'administration, par une seule personne. Et qui dénoue un peu sa bourse en fonction des différentes activités qui lui sont soumises. C'est Sékou Touré qui gère tout ça. C'est le chef de l'État qui gère le budget. C'est-à-dire que la CENI prévoit un programme, veut exécuter un programme d'activité pour les élections. Eh bien, le programme est d'abord envoyé, c'est étudié au haut sommet, et en fonction de son bon vouloir, il décaisse une bonne partie, où il dit je ne décaisse pas, je dois d'abord me renseigner, je dois faire une étude comparative pour voir dans la sous-région, est-ce que ce prix-là est valable? C'est comme ça que l'institution fonctionne. Vous n'avez pas le courage au sein de la CENI. Je comprends que vous avez besoin de garder vos postes, vous ne pouvez pas le reconnaître, mais c'est cela la réalité. Au cas par cas, c'est comme ça qu'on vous gère. Vous n'avez pas votre budget à votre portée, vous n'êtes pas du tout indépendant. Ensuite, le cas dont parlait tantôt Abaka Diallo, par rapport à l'opérateur Innovatrix, moi je veux quand même que l'on comprenne. La Côte d'Ivoire, c'est le pays d'à côté. Vous avez un opérateur comme Innovatrix qui a quand même sa crédibilité à faire valoir, qui ne va pas enterrer toute cette crédibilité sur le sol guinéen. Je pense que cet opérateur a bien des ambitions sur le continent africain, qui est un continent où foisonnent les problèmes électoraux. Alors, si cet opérateur se tait sur le cas de l'impression des cartes des listes électorales qui doivent normalement être certifiées par lui. C'est pas l'opérateur qui choisit quelle est la maison qui doit imprimer les listes électorales. Non. Mais puisque c'est cet opérateur qui normalement veille à l'authenticité des documents qui vont être établis, eh bien, cet opérateur a le droit de donner son avis sur où on doit faire l'impression de ces listes électorales. Est-ce que la qualité y est? Est-ce que la sécurité y est? Un certain nombre d'éléments qui vont lui permettre demain, en cas de contestation, de dire, tenez, je certifie que ça a été fait dans les conditions idoines et que ça n'a pas été falsifié. Vous avez arraché à cet opérateur la possibilité de donner son avis en allant imprimer ces listes ailleurs, sur injonction de quelqu'un au palais. Sékou Touré. Encore une fois, je dis, il faut faire très attention à ce qui se passe au niveau des grandes gueules. L'institution, elle est tout sauf indépendante. Maître Kébé, j'ai pitié de lui. J'ai vraiment pitié de lui. On le gifle à l'opposition. Bien. Au niveau de la France, on a fait une sorte de marionnette. Monte. Non, j'ai pas envie de monter. Tu montes pas. Le budget va pas sortir. Je vais monter, mais quand même, à vous aussi. Vous en faites un peu trop. C'est pas normal. À un moment donné, il faut s'assumer. Et je pense que si ça ne marche pas pour l'honneur, pour la dignité, qu'ils mettent la clé sous le paillasson. Parce qu'on est au courant de tout ce qu'il subit. C'est pas normal. Écoutez, moi, je veux dire à Moussa de continuer d'avoir pitié. J'ai pitié de personne. Je suis dans une république. Les grandes gueules. Non. Pitié pourquoi? J'ai pitié de personne. C'est une question. Non, je m'en fous de ça. J'ai pitié de personne. Écoutez, c'est notre argent. Moi, ce que je veux demander aux jeunes, c'est de se former. Les grandes gueules. Et d'avoir une dose de crédibilité et d'amour pour leur république. Un bon produit ne chôme pas sur le terrain. On a failli humilier
un ministre de la Santé ici, on se souvient, sous prétexte qu'il y avait, je ne sais pas quoi, ceci ou cela. Mais quand on l'a limogé, vous avez vu ce qui s'est passé. Il n'a pas chômé. Hein. Il est à l'ONU Palu. Le lendemain, à la tête de l'ONU Palu. Il était déjà parti. Ben, ceux qui sont là pour dire non, on est en train de les manipuler, on est en train de faire ceci ou cela, ben, ils savent peut-être qu'ils n'ont pas de chute après là où ils sont. C'est justement ce qui justifie tout ce qui se passe en ce moment. Sinon, ce n'est pas une question de non, on est en train de manipuler du côté de Sékou Touré ou bien c'est rentré, c'est ceci. Écoutez, normalement, quand on fait les calculs selon ce que Aboubakar vient de donner, selon la loi, les élections ne sont plus tenables à partir du 15 février et du 16 février. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas nous faire frôler le pire, comme la CENI nous l'a déjà fait. Ce n'était pas forcément avec Kébé, mais à son tour, il a aussi participé. Parce que la CENI n'a jamais respecté un délai. La CENI n'a jamais respecté un délai. Alors qu'on se batte quand même pour pouvoir donner une chance à ce pays. Nous ne sommes pas les plus bénis de la terre. L'Arabie Saoudite en a subi. Malgré que c'est là-bas que tous les musulmans vont faire le pèlerinage. Mais ce pays n'a pas été épargné par des frappes. Le Vatican, là en Italie où tout le monde part. Donc on n'est pas les plus bénis. Si on veut être sérieux, je pense que soyons sérieux pour donner de la chance à ce pays. Mais en restant, en croisant les bras pour dire « Ah Dieu, ce n'est plus une question de Dieu. Dieu nous a donné cette conscience-là pour pouvoir réfléchir. Nous avons établi des lois. Voilà pourquoi nous ne sommes plus comme on le dit, on est petit animal. Mais avec l'éducation, on devient un individu. Alors, nous sommes aujourd'hui des individus rassemblés dans une république. Nous avons établi des lois. Tâchons de respecter ces lois pour sauver ce pays. Bien. Ce que je voulais dire, pour embrayer sur les propos de Ahmed, c'est que avec les difficultés que nous soulevons ce matin dans la mise en œuvre du chronogramme, il y a que le temps donc, qui doit être utilisé pour pouvoir parvenir à ces élections législatives à la date du 9 mars. Parce qu'on reste dans les limbes de la loi. On ne sort pas de la loi. En restant donc dans les limbes de la loi, on a la possibilité, en fait, curieusement, ce qui s'offre à la Guinée, c'est que ces délais légaux, s'ils sont respectés, ces délais légaux de 53 jours, s'ils sont respectés, ça offre une possibilité de dégel politique à la Guinée. Je m'explique. Ouais. Vous avez 53 jours devant vous, donc ça veut dire que dans les jours à venir, il faut constater le report, l'impossibilité de la ténabilité du 16 février. Il faut le constater et en ce moment, j'ose espérer que un couloir de négociation va s'ouvrir parce que notre pays ne peut toujours rêver, évidemment. J'ose espérer. Non, mais il faut qu'on se parle. Mais bien sûr. Quoi qu'il arrive. C'est important. Non, je vais vous dire. Mais ça finira toujours par cela. Ouais. Ça finira toujours. Ce matin, on va pas quand même brûler. Mais on va pas brûler notre pays là-bas. On va pas brûler notre pays. Ce matin. Quoi qu'il arrive, moi je reste dans l'esprit de ce fameux communiqué du soir du 14 octobre. On a jeté de la pierre à Thibou Camara à l'époque pour dire qu'il était en train d'affaiblir le camp présidentiel. Mais qu'on monte au ciel ou je ne sais pas qu'on aille où, on finira par se retrouver, par se parler en frères, par se retrouver autour d'une table. Je parlais des débats qui ont eu lieu au sein du gouvernement. Là, une partie du gouvernement entrevoit mal la possibilité de la tenue d'élections législatives sans les poids lourds de l'opposition. Il y a quand même un camp, une frange de membres du gouvernement qui n'est pas pour cela. Quand la Guinée aille à des élections législatives sans l'UFDG, sans l'UFR, c'est juste inimaginable. On ne peut pas les forcer, mais s'ils décident de bouder, c'est parce qu'il y a un certain nombre de soucis qu'il faut régler. Ouais. Donc, il y a la question du corps électoral qui a explosé. Tamba en parlait tantôt. C'est un corps électoral, mais démesuré de plus de 8 millions de Guinéens. On n'a jamais vu cela. Donc, les 53 jours de délai légaux qu'il va falloir respecter offrent la possibilité à notre pays de se retrouver, donc à la classe politique de se retrouver et de discuter de la façon dont on peut ramener l'opposition, en fait l'aile dure de l'opposition, les principaux partis politiques de l'opposition au sein du processus. Parce que notre pays en a besoin et on en a besoin pour la paix. Je vais vous dire le second avantage. Le second avantage à cela, en ramenant l'opposition dans le processus, ça permet de différer la question sur la nouvelle constitution. Parce que on aura ainsi donné de la matière
à l'UFDG, à l'UFR, à d'autres partis politiques qui sont les partis qui animent le FNDC. C'est-à-dire que l'UFDG va devoir choisir ses candidats, établir ses listes, l'UFR autant. Donc, ils seront ramenés dans le processus. On va se consacrer aux élections législatives, en finir avec cela, pour enfin, à partir du mois de mars, du mois d'avril, se consacrer à la question de la nouvelle constitution. Donc il faut, j'ai dit, il faut dissocier. Non, il faut dissocier les crises. Il faut non, ça offre une occasion de dissocier les crises. Il faut dissocier les crises. Allez-y. Voilà. Alors, non, mais vous voulez ramener ces partis politiques à l'intérieur du processus. C'est une très bonne chose, c'est même très idéal. Mais ça ne va en rien dissocier la question législative de la question constitutionnelle. Moi, je ne crois pas. Parce que ce n'est pas pour rien que comment on appelle ça, le fichier électoral a connu ce boom démographique de 6 millions. À peine, on est à plus de 8 millions. Officiellement, la Guinée n'est pas à 12 millions d'habitants. Le dernier recensement en date, il est de 2000, je crois que c'est de 2010 plutôt. Nous sommes à 10 millions d'habitants. Il y a le recensement général il y a des pas populations de et des recensement habitations fait par l'Institut national des statistiques. Justement, c'est de cela que je vous parle. Nous sommes à 10 millions. 10 millions. Les 12 millions dont on parle, il s'agit de projections. La Banque mondiale, le Fonds monétaire, c'est leur travail, ça. Donc, c'est des projections. Mais le fichier électoral, c'est une estimation, mais nette. Nous sommes à plus de 8 millions. 333 000 électeurs. Vous vous rendez compte? Il s'agit de plus de 70%. De plus de 70%, on dit qu'en Guinée, il y a plus de 70% qui sont prêts à aller aux urnes. Même Mugabe n'a pas fait ça. Donc on s'est retrouvé dedans. Ramener ces loups d'Alain Diallo à l'intérieur du processus ne va pas régler. Non, on ne les ramène pas à n'importe quel prix. Non, mais ça ne va pas régler la vraie question. En les ramenant, je t'explique. En les ramenant, c'est pour justement discuter de toutes ces questions. Alors, les conditions d'organisation, ils ne vont pas se remettre dans le processus à n'importe quel prix. En fait, s'ils se sont permis de procéder à une telle révision du fichier électoral, qui vous dit qu'il ne se permettra pas d'aller tout simplement. Vous avez vu les opposants qui sont prêts à aller à ces législatives. Je vais vous dire, ils ne reculeront pas. Ils ne reculeront pas. Et moi, à la fin, c'est plutôt une analyse que je veux faire. Regardez un peu la crise à la CENI. C'est pas une crise de personne, hein. Depuis toujours, c'est une question d'argent. Et on va dire, il faut des hommes forts. Bon, comme en Guinée, il n'y a pas d'hommes forts. Il n'y a pas d'hommes de caractère qui puissent dire non au président de la République. Je pense que pour régler la question de la CENI, il faut également régler la question de son financement. Les acteurs politiques qui ont réfléchi à la loi sur la CENI nous ont reconduit une CENI très très politique, trop politique même. Ils nous ont reconduit cette institution-là sans pour autant davantage s'accentuer sur le règlement de la question du financement. Bien. Si le président de la République est le seul ordonnateur de prendre de l'argent envoyé à la CENI, si tout revient au président de la République, on n'en sortira jamais. On n'aura jamais de président à la CENI qui puisse faire convenablement le travail. Je pense que, en perspective, les réflexions qui doivent être menées, c'est comment faire de l'institution électorale indépendante une institution indépendante financièrement. Si cette question est réglée, je pense que la question électorale, parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est l'argent. Puisque s'il y a de l'argent, on peut bien le faire. Faisons en sorte qu'il y ait de l'argent et qu'il n'y ait pas derrière de diktat. Bien, merci beaucoup. Allez-y, Moussa Moïse. Je veux juste rappeler à Bakar que reporter, différer un problème, ce n'est pas le résoudre. C'est attendre à être confronté au même problème un peu plus tard. Et dans ce pays, on s'est bien rendu compte par expérience que lorsqu'on diffère les problèmes, ces problèmes reviennent de façon plus brutale, avec plus de conséquences fâcheuses. Je pense que la solution n'est pas là. L'un des inconvénients de ce qu'il a dit, c'est qu'en repoussant comme ça le calendrier électoral, vous jouez également sur la grande élection qui est attendue de tous. Vous allez jouer sur... vous allez favoriser soit le glissement étant redouté par les opposants, parce qu'il y a quand même une date pour la tenue de la présidentielle. Donc je pense que c'est l'un des inconvénients. Il faudrait, à mon avis, que maintenant, les acteurs politiques puissent se mettre autour de la table. Les grandes gueules. La CENI peut bien se rendre compte que
au-delà de la loi, mais peut bien se rendre compte que sur le terrain, techniquement, il n'est pas possible d'aller à ces élections le 16 février. Bien. Cette occasion peut être, je suis d'accord, peut être donc mise à profit par le gouvernement afin de nouer les fils du dialogue avec l'opposition et qu'on puisse sortir de ce bourbier. Parce que ça n'a absolument pas de sens tout ce qu'on est en train de faire. On ne prévoit pas les crises dans notre pays. On ne prévoit pas ces crises. Je pense qu'on les voit venir, on dit ben, Dieu va peut-être les faire disparaître avant que ces crises nous atteignent. Et c'est comme ça que nous entremêlons un peu les pinceaux et nous restons dans une telle situation. Il faudrait que les acteurs politiques puissent s'asseoir autour de la table et que le gouvernement prenne conscience que l'initiative du dialogue lui appartient. Bien. Voilà. Allez-y Ahmed, pour clore. Non, de toutes les façons, comme Aboubacar l'a dit, ça finira toujours par le dialogue. Et je pense que ce dialogue, il est encore grand temps de le reprendre et que le gouvernement puisse prendre donc évidemment la chape de plomb pour que tout cela puisse se tenir le plus vite que possible. Mais je pense que ce pays, franchement, il y a un moment, les lois, franchement, il faut qu'on puisse quand même appliquer ces lois. Je pense que ça va beaucoup nous aider. Tamba parlait tout de suite du question de la question de l'indépendance financière. C'est vrai, on a besoin d'indépendance financière, mais aussi il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'argent qui est jeté par les fenêtres au niveau de la CENI. Ça, il faut le dire. Ouais. Ça, il faut le dire. Il y a beaucoup d'argent qu'on jette par la fenêtre. Il y a des équipements qu'on achète à chaque processus. Parce que justement, Ahmed, parce que c'est le deuxième chronogramme qui risque d'être remis en cause. Le premier chronogramme, il y avait eu déjà un certain nombre d'activités qui avaient été déroulées. Et on a été obligé de s'en défaire. Ça ne servait à rien. Et je pense que ça ne peut pas continuer comme ça. La CENI nous coûte excessivement cher. Et je pense qu'il faut revoir le processus dans sa globalité. Et de toutes les façons, la question des finances, moi, je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Le président de la République, c'est vrai que c'est lui qui a les cordons de la bourse au niveau de la CENI. C'est vrai qu'on devrait réfléchir à cette question pour donner de l'indépendance financière à la CENI. Mais la question de la gestion financière de toutes ces mannes-là, que ce soit au niveau de la CENI, que ce soit dans tous les départements de ce pays, nécessite une grosse réflexion. Le Premier ministre Kassouri, il avait fait une réflexion autour de la gestion des mannes financières dans les départements ministériels. Il y avait pensé avant même d'être Premier ministre. Il était Premier ministre. Quand on a voulu envoyer le budget, pendant qu'il se préparait, on a fait un coup de tas derrière lui. On a amené le document sans qu'il s'en rende compte. Il s'est retrouvé face à ce dossier au niveau de l'Assemblée nationale et il ne pouvait rien faire. Maintenant qu'il est encore Premier ministre, il y a un budget qui va être déposé encore pour l'année en cours. Je verrai exactement si cette méthodologie qu'il avait envisagée dans le but d'aider la République, je vais voir s'il a vraiment les capacités de pouvoir gérer cette fois-ci ou de pouvoir faire face à cette gabégie que nous avons enregistrée durant ces années antérieures. Voilà, vous êtes chez les GG. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.